is there anything that a commander-in-chief could ask you to do with the uniformed military that would be in violation of the U.S. Constitution? Senator, anybody of any party Right. could give an order that is against the Constitution or against the law. Right. Okay. So are you saying that you would stand in the breach and push back if you were given an illegal order? I start by saying I reject the premise that President I Trump will be understand. giving You've done your any genuflecting illegal to him, orders but at all. Audience corsée au Sénat mettant en vedette Pete Hegseth. Pete Hegseth, c'était ce candidat controversé de Donald Trump au Pentagone, un vétéran de l'armée qui a par le passé remis en question la place des femmes au combat. Il a changé un peu d'avis là-dessus il y a à peu près 30 quelques jours. Il a aussi fait l'objet d'allégations d'inconduite sexuelle, de consommation d'alcool excessive, d'entente confidentielle, mais comme en témoigne l'extrait qu'on vient d'entendre, il semble peu enclin à désobéir à son futur patron, une qualité prisée justement par Donald Trump. Il exige plus que la loyauté et la fidélité. Par ailleurs, on apprenait la nuit dernière que le prochain président aurait été condamné dans le dossier du 6 janvier s'il n'avait pas été élu, selon le procureur spécial Jack Smith. Il y avait une preuve suffisante. J'en ai parlé avec la juriste Anne Dessine, spécialiste des États-Unis et auteur d'un récent ouvrage sur les États-Unis et la justice. On l'écoute. Madame Dessine, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir, merci de me recevoir. En présentation, je viens de souligner le titre de votre ouvrage publié en 2024, cet assaut sur la Cour suprême par la droite radicale américaine. On a l'impression qu'on entre dans une nouvelle ère, l'ère Trump. Et comment ou quel est votre degré d'inquiétude à ce moment-ci? Puis on va parler du rapport de Jack Smith puis des audiences. Votre degré d'inquiétude face à la règle de droit qui devrait dominer aux États-Unis, le respect de la Constitution, que les Américains aiment mettre de l'avant, la Constitution d'ici, on doit respecter les pères fondateurs de la Constitution. Quel est votre degré d'inquiétude? Il est assez grand, parce que c'est vrai que les Américains aiment bien mettre en avant leur Constitution, la première Constitution, la Déclaration des droits, le Bill of Rights, et puis ce concept très intéressant, Rule of Law, qui est la primauté du droit, c'est-à-dire personne ne peut être au-dessus des lois et du droit. Et pendant longtemps, la Cour suprême a été politique, certes, mais pas partisane. Et là, dans deux décisions, on a bien vu qu'elle est partisane. La décision du 1er juillet sur l'immunité, où elle a accordé une immunité quasi totale, non seulement à Trump, mais au futur président, ce qui pose des problèmes pour la démocratie à venir. Et une petite décision dont on n'a pas beaucoup parlé, parce qu'on est déjà dans l'ère de l'accélération des médias avec l'arrivée de Trump. Il avait essayé d'empêcher le juge de New York de prononcer la condamnation. Et il a porté l'affaire devant la Cour suprême. Théoriquement, je veux dire, c'était tellement un geste juridique non justifié que la Cour aurait dû dire non, pas question, par 9 voix contre 0. Et en fait, il s'est quand même trouvé 4 juges qui auraient voulu que la Cour intervienne pour sauver Trump au dernier moment. Ouais. Alors heureusement, il y en a eu 5. Donc les 3 progressistes, le Chief et Amy Coney Barrett. Mais de justesse. Donc on a vraiment des radicaux à la Cour aujourd'hui. Et ça n'augure pas grand-chose de bon parce que quand Trump va sans doute violer et la loi et la Constitution, je ne suis pas sûre que la Cour suprême va faire ce qu'elle avait fait durant le premier mandat, c'est-à-dire retoquer un certain nombre de ses décisions. D'autant plus qu'il peut être motivé par la vengeance à l'endroit de ses anciens adversaires et que ses nominations au département de la justice vont peut-être exécuter les ordres. On pourra peut-être en reparler de ça. Mais dans cette affaire Stormy Daniels, ça confirme quand même une chose, c'est que le président Trump, mardi, est le premier criminel à être investi de ce mandat-là, et comme criminel. En anglais, ils disent felon, donc, oui. Voilà, it's a felon. C'est la première fois, ouais. Oui, que c'est pas un bon record que les États-Unis mettent à la tête de leur pays quelqu'un qui a été condamné. Ouais. Alors, il n'y a pas de peine, parce qu'effectivement, il rentre à la Maison-Blanche, de même que le procureur spécial a été obligé d'abandonner les poursuites parce qu'il
il y a une politique du département de la justice qui dit on ne mène pas des poursuites pénales contre un président. Là, il rentre à la Maison-Blanche, donc il a été obligé de plier tous les dossiers. Il a même quitté, mais au moins le rapport a été publié, le premier des deux rapports, celui justement sur le 6 janvier sur l'insurrection. Et essentiellement, le procureur spécial, Jack Smith, dit quelque chose de très important. Il y aurait eu suffisamment de preuves pour qu'il soit condamné, sans pour autant préjuger d'une décision éventuelle d'un jury qui ne le condamnerait pas, mais il y avait suffisamment de preuves. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de poursuite, c'est parce que c'est un président élu, c'est parce que c'est l'immunité aussi. C'est pour quelle raison on ne peut pas poursuivre? C'est ce mémorandum d'il y a quelques années qu'on ne peut pas poursuivre un président en fonction? Exactement. Voilà, c'est le mémorandum du département de la justice. On ne peut pas poursuivre au pénal un président en exercice. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Jack Smith, donc effectivement, le rapport sur l'insurrection peut être publié, celui de Floride dont on parlera peut-être tout à l'heure, pas nécessairement. C'est qu'il dit, bon voilà, je ne peux pas poursuivre parce que M. Trump rentre à la Maison-Blanche, mais il y avait suffisamment d'éléments et il ajoute, malgré la décision de la Cour suprême sur l'immunité, qui lui avait rendu la tâche très difficile. Il a été obligé de réécrire son acte d'accusation en retirant tout ce qu'avait exonéré la Cour suprême dans la décision immunité. Et malgré cela, il dit qu'il y avait suffisamment d'éléments pour le faire condamner et peut-être aller en appel. Et il décrit noir sur blanc cette décision d'abandonner les poursuites ne veut pas dire une exonération, ça ne veut pas dire au contraire que Trump est innocent. Parlons quand même de ces audiences aujourd'hui. Le premier à témoigner devant le Sénat, c'est Pete Hegseth, celui qui va diriger le Pentagone. Alors, que retenez-vous de ces audiences? Parce que les démocrates ont tenté de faire une preuve de caractère, ou de mauvais caractère, avec un passé d'alcoolique, d'assaut sexuel, d'adultère, etc. Mais on va quand même écouter, si vous voulez, un extrait. Another colleague, not anonymous, we have this, said that you took coworkers to a strip club. You were drunk, you tried to dance with strippers, you had to be held off the stage, and one of your employees in that event filed a sexual harassment charge as a result of it. Now, I know you deny these things, but isn't that the kind of behavior that, if true, would be disqualifying for somebody to be Secretary of Defense? Senator, anonymous false charges. They're not anonymous. We have seen records with names attached to all of these, including the name of your own mother. It's clear to me that you're not being honest with us or the American people because you know the truth would disqualify you from getting the job. Que retenez-vous de cette audience? Alors, ce sont des auditions classiques, c'est-à-dire que les sénateurs républicains lui tendent des perches et répètent combien ils sont contents, combien il a toutes les qualités pour occuper le poste auquel le président Trump l'a nommé. Et les démocrates se sont partagés la tâche. Donc, par exemple, Tim Kaine s'est attaché à ses adultères, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, etc. Le sénateur Whitehouse, qui est très très bon pour rechercher les conflits d'intérêts, les manquements financiers et fiscaux, s'est attaché aux déclarations d'impôts des deux ONG qu'il a présidées pour montrer qu'il avait été un chef dramatique, qu'il avait perdu de l'argent, qu'il ne sait pas gérer une organisation, en insistant bien, et une autre sénatrice avait ensuite enfoncé le clou, que là il s'agissait d'un petit budget de 50 millions, alors que le Pentagone, ce n'est pas en millions, c'est 875 milliards de dollars. Et donc c'est un petit peu contrariant si quelqu'un qui déjà a des problèmes avec un petit budget doit gérer ceci. Alors les républicains, pour l'aider, lui ont dit « Alors une arme comme ça mesure combien, ça pèse combien ?» Alors il lui avait certainement donné les questions à l'avance, donc il a pu répondre. Mais quand la sénatrice Duckworth, qui elle a perdu ses deux jambes au combat, lui a demandé quels sont les 3 accords importants en Asie du Sud-Est, il a été incapable de le dire. Donc il est clair qu'il n'est pas compétent, que sur le plan éthique et humain, ce n'est pas quelqu'un qui vaut grand-chose. Et je trouve que la phrase la plus fantastique, c'est quand le sénateur Whitehouse a dit « Écoutez, moi, si vous étiez là en tant que communicant pour le Pentagone, je vote tout de suite pour vous. Vous êtes très très bon pour vous exprimer, mais vous êtes incompétent, vous n'y connaissez rien. » Cela étant, il est à craindre que ça ne fasse pas bouger les républicains, et les républicains ont suffisamment de voix pour approuver la nomination sans l'aide des démocrates. Ce qu'ont fait les démocrates, c'est d'écrire sur le papier, si j'ose dire, verbalement, tous les dangers,
toutes les lacunes de ce monsieur et essayer de l'acculer à se contredire, l'acculer non pas à violer puisqu'il n'est pas sous serment, mais de façon à ce qu'ensuite, lorsqu'il fera le contraire, on puisse lui dire « Ah, mais vous vous étiez engagé à telle et telle chose ». Par moments, il était comme un petit garçon, il n'était pas très bon. Quand il s'agissait d'attaquer les politiques de diversité dans l'armée, là, il était déchaîné. Donc, notamment la question des femmes, oui. Oui, alors sur la question des femmes, bon, alors plusieurs des sénateurs et sénatrices démocrates ont dit ça. Il a eu un revirement par rapport à ce qu'il écrivait. Maintenant, il dit que oui, les femmes peuvent être dans le combat, mais il ne faut pas que ça nous amène à abaisser nos standards. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que pour avoir des femmes dans l'armée, on les laisse porter des sacs moins lourds, des armes moins lourdes et des performances sportives. Enfin, c'était dramatique. En terminant très rapidement, il y a un extrait qui m'a particulièrement frappé ou impressionné sur la question du respect des conventions de la Convention de Genève, par exemple, ou le droit international. Il semblait embêté. Avez-vous compris que dans certaines circonstances, les États-Unis pourraient être en situation de guerre, être appelés à violer le droit international? Oui, alors on lui a posé la question plusieurs fois, mais alors finalement, vous êtes pour la torture ou non? Et là, il a fait marche arrière, il a dit, mais non, c'est interdit, le droit des États-Unis interdit la torture. Est-ce que vous êtes pour le waterboarding, là, mettre de l'eau sur le visage de tous ces gens qui étaient à Guantanamo? Même réponse, etc. Mais après, on l'a confronté à des déclarations qu'il avait faites en disant, oui, mais il ne faut pas qu'on renonce à certains des outils qui peuvent être utiles pour assurer notre sécurité nationale. Donc, plusieurs des sénateurs démocrates, sur plusieurs sujets, la torture et sur bien d'autres, on lui dit répondez par oui et non. Et il n'a jamais voulu répondre, que ce soit sur le harcèlement sexuel, que ce soit sur la torture, etc. À chaque fois, il répondait en disant allégation mensongère ou bien en tournant autour du pot. Donc, il s'en est pas si mal sorti, compte tenu du fait qu'il n'est vraiment pas compétent. Il n'y connaît rien. Je veux dire, on peut avoir présidé 2-3 petites organisations sans être capable. Je ne parle même pas de l'aspect éthique sur son côté moral. Je dis simplement, en termes de compétences, diriger le budget de la défense avec les enjeux, le fait que les armes doivent évoluer, que les États-Unis, il y avait un rapport qui est paru il y a quelques mois montrant que les États-Unis ne sont pas du tout prêts, qu'il faudrait qu'ils réaugmentent leurs dépenses, qu'ils changent le type de matériel, etc. Et cela, je ne vois pas ce jeune monsieur qui est très bon pour parler sur Fox News être capable d'opérer la révolution nécessaire du département de la Défense. En terminant très rapidement, je vais simplement mentionner qu'on pourrait rappeler que c'est sous l'administration Bush-Cheney qu'il y a eu de la torture du waterboarding, notamment à Guantanamo, et que M. Hegseth a été aussi, parmi ses séjours en situation militaire, a été aussi à Guantanamo. Merci beaucoup, Mme Dessine. À bientôt. Merci.